Nous sommes avec Gabriel Alpern, qui est philosophe et chercheur associé à l'École nationale supérieure et auteur du livre Tous sans tort, l'éloge à l'hybridation. Bonjour Gabriel. Bonjour Frédéric. Est-ce que peut-être vous présenter un peu mieux que ce que j'ai fait, puis ensuite on va parler de l'hybridation, ce qu'on entend par hybridation et l'hybridation notamment avec les seniors notamment. Tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, donc, je suis docteur en philosophie et chercheur associé à l'École normale supérieure. J'ai également travaillé dans un certain nombre de cabinets ministériels, au ministère de l'économie et des finances, au ministère de la recherche et au ministère de la justice. Et puis, j'ai conseillé et je conseille des startups, des entreprises et des institutions publiques. Voilà. Et effectivement, vous avez cité le thème de l'hybridation, qui était le thème de ma thèse et qui est également le thème de mon livre, donc grand public, voilà, Tous sans tort, éloge de l'hybridation. Alors, hybridation, peut-être falloir expliquer ce que c'est que l'hybridation et puis pourquoi on parle de centaure, pourquoi vous parlez de centaure? Oui. Alors, le terme hybride, c'est assez amusant. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand on l'utilisait, c'était uniquement dans le secteur automobile, pour parler de voitures hybrides, et éventuellement dans le domaine de la biologie. Voilà. Mais sinon, c'était un terme que l'on utilisait très rarement. Et quand il était utilisé, c'était rarement pour faire un compliment. C'est-à-dire que quand on disait de quelque chose ou de quelqu'un qu'il était un peu hybride, voilà, c'était un peu suspect. On ne savait pas vraiment à quelle sauce on allait être mangé. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, avec le Covid, le terme hybride commence à être de plus en plus banal. On parle des événements hybrides, des formations hybrides. Enfin bon, bref, tout est hybride. Bon. Donc, en tout cas, moi, ce qui m'intéressait quand j'ai commencé mes travaux de recherche, c'était donc comprendre finalement pourquoi est-ce que ce terme hybride avait une connotation au départ si négative. Pourquoi est-ce qu'il y avait une forme de méfiance par rapport à l'hybridation? Et donc, d'où le lien avec le centaure, parce que le centaure, donc, qui est être humain au-dessus de la ceinture et cheval en dessous de la ceinture, pour moi, c'est la figure par excellence de l'hybride. Parce que l'hybride, c'est quoi? C'est ce qui est mélangé, ce qui est double, ce qui est hétéroclite, ce qui est aussi un peu contradictoire. Bon, bah, là, c'est un homme et un animal qui sont juxtaposés, enfin, l'un à l'autre. Donc voilà, donc c'est ça qui m'intéressait, d'où le lien, voilà, centaure hybride. Et j'ai voulu explorer ça. Voilà, pourquoi est-ce qu'on a un tel rapport à l'hybride? Pourquoi c'est quelque chose qui nous gêne? Pourquoi est-ce que ça nous remet tellement en question? Pourquoi ça nous met aussi mal à l'aise? Voilà, c'est tout le sens de mes travaux de recherche. D'accord. L'hybridation, c'est-à-dire qu'en fait, l'hybridation va à l'encontre des segmentations, des typologies d'individus alors. Oui, c'est exactement ça. En fait, le problème de l'hybride, c'est que ça ne rentre pas dans nos cases. Donc, c'est la raison pour laquelle on a toujours été très méfiant et on a du mal avec l'hybride, d'où cette connotation négative, parce que ça ne rentre pas dans nos cases, donc ça nous déstabilise. D'ailleurs, c'est comme ça que j'explique le phénomène des fake news, parce que finalement, comme ça ne rentre pas dans nos cases, eh bien, nos cases sont vides, et puis un appel d'air, et du coup, on veut à tout prix mettre n'importe quoi dans nos cases, et donc, on va mettre des idéologies, des complots, des fake news, etc., etc. Donc, il y a ce sujet, voilà, du malaise face à ce qui n'entre pas dans nos cases. Mais en fait, ce qui m'intéressait dans l'hybridation, c'est que finalement, j'ai senti, il y a quelques années, que il y a de plus en plus de choses qui allaient devenir hybrides dans notre monde. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de signaux faibles qui m'indiquaient que l'hybride allait être la grande tendance de notre temps et que tout autour de nous commençait à s'hybrider et que cette hybridation allait toucher absolument tous les domaines de notre vie. Je vous donne quelques exemples rapidement. Le plus trivial, désolé, c'est un exemple un peu bête, mais au moins on comprend bien, c'est notre fameux téléphone portable. Le téléphone, avant, c'était un téléphone. Et les fabricants de téléphones, leur métier, c'était « je fabrique un téléphone qui sert à téléphoner ». Mais ils ne pensaient pas peut-être le fait que le téléphone pourrait servir à autre chose. Et cette idée du multi-usage, du multifonctionnel, du multicanal, le fait que le téléphone pourrait être aussi une radio, un scanner, un réveil, etc., etc., ils ne l'avaient peut-être pas forcément pensé. Et donc là, on voit bien qu'il y a une hybridation des objets. Mais je pourrais prendre l'exemple des villes également. Du fait de la transition écologique, il y a un certain nombre de projets de végétalisation dans les villes, des potagers, des fermes urbaines, voilà. Et donc, du coup, petit à petit, comme les villes se végétalisent et qu'il y a une hybridation, si j'ose dire, entre nature et urbanisme, finalement, de plus en plus, la frontière entre ville et campagne va être de plus en plus ténue. Voilà. Donc, du coup, il y a une hybridation ville-campagne. Et ça, on peut développer ces exemples à l'infini dans absolument tous les domaines. Voilà, cette tendance à l'hybridation, qui pour moi est une véritable chance. Voilà, j'y reviendrai. La force contre-courant de l'hybridation, c'est qu'en fait, l'hybridation, à mon avis, ça, plutôt, je vais reprendre l'inverse, c'est
les typologies, mettre des gens dans des cases, des idées dans des cases, ça nous rassure quand même, ça simplifie ce que l'on voit un environnement, et l'hybridation va à l'encontre de cette simplification, et j'imagine que l'hybridation doit faire un petit peu peur, à l'inverse. Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, oui, ça nous rassure, hein. Et d'ailleurs, quand on analyse la chose, enfin, du point de vue très cognitif, hein, en gros, nous, pour pouvoir comprendre le monde qui nous entoure, on a bâti une rationalité, voilà, dont la mission est d'identifier, c'est-à-dire de coller une étiquette, de trier et de classer. Voilà. Notre raison, elle sert à ça. Alors, elle était très utile au début pour pouvoir construire les sciences, hein, sauf que petit à petit, cette rationalité s'est, comment dire, rigidifiée. Je pourrais même dire qu'elle s'est radicalisée. Au point où, justement, ces étiquettes qu'elle colle, ce rôle de tri et de classification, s'est tellement rigidifié que notre raison est devenue incapable d'accueillir la réalité ou la dimension de la réalité qui est hybride. Et donc, ce qui est terrible, c'est que depuis un certain nombre de siècles, du fait de cette rationalité rigide, eh bien, on passe à côté d'une part immense de la réalité. Et donc, ça, c'est problématique. Alors, certes, ça nous rassure, hein, sauf que c'est éminemment problématique que l'on passe à côté du monde, en tout cas d'une grande part du monde qui est hybride. Donc, la réalité, ou une part de la réalité, serait l'hybridation. Et en fait, notre vision qu'on a serait une simplification de cette réalité. On mettrait des gens, on expliquerait en mettant dans des cases, dans des typologies, dans des règles, etc. Exactement, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et donc la chose, c'est que le problème, c'est que du coup, on est un peu en mode pilotage automatique. Je rencontre quelqu'un, hop, paf, sans à peine me donner la peine de le connaître, hop, je le rentre dans une case. Voilà. Ou alors, j'ai mon métier, je suis l'entreprise, bon bah hop, j'ai fait mon métier depuis toujours, je fabrique un téléphone, bon bah je continue à fabriquer des téléphones sans me poser de questions, sans imaginer qu'un téléphone pourrait servir à autre chose, etc., etc. Et donc ça peut être problématique. C'est en ce sens que je fais l'éloge de l'hybridation, parce que oui, c'est angoissant, oui, ça déstabilise, sauf que c'est extraordinaire parce que ça nous rend aussi plus créatifs, hein, parce que ça nous oblige hein, justement à sortir de ces cases et à en créer de nouvelles, à en imaginer de nouvelles. Ça nous rend donc plus intelligents. Et puis ça nous rend aussi plus humbles et moins dogmatiques, parce qu'on arrête d'être en mode pilotage automatique et on prend de nouveau enfin le temps de penser son métier, de penser son client, de penser ses concurrents, de penser ses collaborateurs. Donc là, je parle si je suis une entreprise, mais aussi de penser une personne que je rencontre, enfin une nouvelle personne que je rencontre, etc., etc. Ou alors, par exemple, même quand j'écoute la télévision, une information que j'entends, bon, bah, très souvent, on va la ranger dans une case. Et d'ailleurs, très souvent, on va la transformer en opinion sans peut-être prendre le temps justement voilà, de la repenser, de la réinterroger. Donc c'est ça ce travail d'hybridation que j'appelle de mes voeux. D'accord. Bon, moi je suis passionné par la psychologie et au bout d'un moment, au bout d'un moment, j'ai appris que on n'était ni bien ni mal, ni cérébral, ni émotionnel, ni voleur, ni pas voleur, on était tout en fait. Et en plus on est tout. Et en plus, l'être humain a appris à dire voilà, certaines caractéristiques sont mauvaises. Donc en fait, au bout d'un moment, en développement personnel, on essaye de réapprendre, enfin de réaliser qu'on est tout. Est-ce que vous faites un parallèle entre cette vision-là et l'hybridation, dans le sens qu'il y aurait une hybridation interne en fait? Alors oui, mais la seule différence, c'est que l'hybridation, ce n'est pas la synthèse. Je vais vous donner un exemple, en tout cas une métaphore, pour pouvoir bien comprendre le truc. Moi, ce qui me fascine dans la figure du centaure, c'est quelle est la relation entre la partie homme et la partie cheval dans le centaure. Est-ce qu'ils sont dans un rapport de fusion, on ne sait plus qui est l'autre? Est-ce qu'ils sont dans un rapport de juxtaposition, d'indifférence, en gros, bah, la partie chevaline et la partie humaine mènent chacune leur vie, ou est-ce qu'ils sont dans un rapport, de conflit, où il y en a un qui essaye de prendre le pas sur l'autre et d'assimiler l'autre. Bon. Ils sont les deux, ils sont l'union des deux, l'association, enfin les deux. Alors, pour moi, ça c'est trois pièges de la fusion, la juxtaposition et l'assimilation. Pour moi, ce sont les trois pièges de la relation à l'autre. Et quand je dis la relation à l'autre, ça va être la relation amoureuse, la relation amicale, la relation professionnelle ou même la relation internationale ou géopolitique. C'est les trois pièges dans lesquels il ne faut jamais tomber. Et le centaure nous apprend qu'il y a une quatrième manière d'être en relation avec l'autre, c'est la métamorphose. C'est-à-dire que l'être humain et le cheval ont chacun dû faire un petit pas de côté et se métamorphoser pour pouvoir arriver à se réunir. Et c'est ça toute la différence avec la question de la synthèse. C'est que c'est pas un homme et un cheval, le centaure. C'est pas un homme sur un cheval. C'est une tierce figure.
c'est un truc qui est complètement autre. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'hybride est quelque chose de fondamentalement imprévisible, parce que quand vous croisez un centaure dans la forêt, bah, si vous pensez qu'il va réagir comme un être humain, Moi, je fuis. Hein. Je vous préviens, les amis, mais moi, je fuis si j'en rencontre un. Hein. Sérieusement, j'aurais peur de comment justement il s'est métamorphosé, hein, en quoi. Hein. Bah, en tout cas, on ne sait pas comment il va réagir. Justement, c'est l'imprévisible. Oui, justement, oui. Voilà. C'est ni un homme, ni un cheval, c'est cette tierce figure. Et c'est ça ce que je dis. C'est qu'en fait, la synthèse, c'est trop facile. Encore une fois, la synthèse, ce serait l'homme sur le cheval. Ben, c'est pas intéressant. Non. Là, ce qui est intéressant, c'est que chacun fait un pas de côté et pour pouvoir justement inventer un autre truc. Ça va être un tiers usage, un tiers service. Là, par exemple, si je suis une entreprise, un tiers usage, un tiers service, un tiers produit. Ça va être, pour parler des maisons de retraite, une tierce maison de retraite. C'est ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est faire un petit pas de côté et inventer une tierce figure. Si on parle d'hybridation intergénérationnelle, de différentes générations, ça donne quoi, ça, de manière générale, au niveau du concept? Bah, l'idée, en fait, c'est que, alors là, je prends un thème, on parle beaucoup de mixité sociale. Bon, pour moi, effectivement, on pourrait dire mixité, hybridation, il y a effectivement, évidemment des échos entre ces termes, sauf que force est de constater que, en tout cas, dans le domaine de la mixité sociale, on est plutôt dans de la juxtaposition de populations, et en fait, les gens se croisent, mais ils ne se rencontrent pas. Voilà. Et ça, c'est le drame. Et en fait, on voit bien que le risque qui pourrait y avoir dans la question générationnelle, ce serait que les générations se croisent, mais ne se rencontrent pas. Voilà. Alors, on va parler de pacte générationnel, on va parler de contrat générationnel. Mais tout ça, en fait, c'est comme si c'était deux entités totalement, radicalement différentes, qui étaient chacune à un bout de la table et qui parlaient depuis sa chapelle d'idées. Eh ben non. L'hybridation, c'est pas ça. C'est pas les jeunes générations ou les générations plus âgées qui restent dans leur monde, mais c'est chacun fait un petit pas de côté pour pouvoir arriver à un moment donné à se rencontrer. C'est ça cette idée, en tout cas cet idéal d'hybridation générationnelle. Pourquoi en fait pourquoi la juxtaposition, vous avez dit, ce serait un problème? Parce qu'en fait, le problème de la juxtaposition, c'est que enfin, vous n'avez pas dit problème, je ne sais plus le terme que vous avez dit. Oui, mais en fait, pour moi, c'est un véritable problème parce que la juxtaposition, c'est comme si, encore une fois, chacun parle depuis son monde. Chacun parle depuis sa chapelle d'idées. Chacun, en gros, reste enfermé dans son âge, dans son vocabulaire, dans ses repères. Voilà. Et donc, du coup, il n'y a pas de dialogue possible. Je vais faire un parallèle d'actualité. On voit bien depuis des mois que ce qui est à l'œuvre dans la question de la gestion du Covid, c'est qu'on a l'administratif, le politique et le scientifique. On a trois mondes qui ont chacun leur langue, leurs repères, leurs habitudes, leurs représentations, leurs imaginaires, leurs préjugés aussi d'ailleurs de part et d'autre. Et en fait, le problème, parce qu'on a beaucoup tapé sur l'administration, c'est trop facile de taper sur l'administration, le problème, c'est pas un monde ou un autre. Le problème, c'est que justement, ces mondes-là sont juxtaposés. Et il n'y a pas de pas de côté. Personne ne fait un pas de côté, chacun reste vraiment dans son identité. Alors, les uns de scientifiques, les autres d'administratifs, et les troisièmes de politique. Et il n'y a pas justement une véritable hybridation. Cette idée de pas de côté, cette idée de métamorphose, on se dit, bon allez, on arrête d'être le scientifique pur et dur dans son truc, on essaye de voir un peu comment se rapprocher, voilà, rencontrer véritablement le politique. Et donc, dans l'histoire générationnelle, c'est aussi ça, cette idée-là. Quand on imagine qu'on a un groupe de personnes de différentes générations et on veut travailler avec eux sur l'hybridation et aller vers l'hybridation. On commence par quoi? On commence par chacun comprend la vision de l'autre génération, des autres, ce que chaque génération peut apporter à l'autre génération. On commence par quoi? Alors, bon, là, vous avez une approche qui est très, presque à la limite, accompagnement ou voire coaching, voire. Oui. Alors, moi, ça, je le verrais plus. C'est qu'en fait, ce qu'il faut faire, en fait, c'est que plutôt que d'être. Alors, il y a effectivement cet accompagnement-là, mais en tout cas, dans la mise en œuvre de cette hybridation, moi, c'est avec des choses extrêmement concrètes. C'est-à-dire que c'est comment repenser l'espace public, c'est comment est-ce qu'on repense les lieux de loisirs, comment est-ce que l'on repense les maisons de retraite, pour que justement, il y ait un croisement de générations. Je vais vous donner un exemple trivial, très concret. On voit bien que malheureusement, dans les musées, ce sont quand même plutôt les personnes âgées qui y vont. Bon, et on a plus de mal à voir des très jeunes générations mettre les pieds dans un musée. Et
en fait, ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est que justement, à l'aune du Covid, il y avait plusieurs musées qui étaient obligés d'être fermés. Et donc, qui ont fait des partenariats, notamment, il y a eu un partenariat entre le Petit Palais et la Gare de Lyon à Paris, pour pouvoir justement faire en sorte que les œuvres exposées au Petit Palais puissent être, enfin les représentations de ces œuvres puissent être mises dans les couloirs de la Gare de Lyon. Bon. Alors ça paraît tout bête, mais en fait, c'est déjà un premier pas dans l'hybridation entre la mobilité et la culture, entre le musée et la gare. Là, pour le coup, c'est la gare hybride, ou alors le musée hybride. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cet accès à la culture et aux œuvres d'art vient dans un lieu de gare où il y a une mixité sociale, une hybridation générationnelle. Et là, pour le coup, c'est un lieu de rencontre. Alors, en tout cas, c'est une première pierre vers en tout cas, la possibilité de représentation commune, ou en tout cas d'un accès à la culture commun. Et ça, en fait, il faudrait le démultiplier absolument partout, tout le temps. C'est ça qui fera en sorte qu'il n'y aurait pas, en gros, les personnes âgées d'un côté qui ont leurs loisirs d'un côté, et puis les jeunes qui, de l'autre côté, ont leurs loisirs de leur côté. Voilà. C'est cette idée, en fait, de croisement absolument dans tout, partout. Alors, moi qui parle de marché des seniors, qui conseille les entreprises sur la silver economy, qui segmente en plus les seniors en différentes catégories, vous êtes en train de cramer ma vision, là. Écoutez, j'en suis désolée. Mais en fait, non. Je dirais que je brise vos cases, oui, mais je les élargis. D'accord. Ah, bon, c'est bon. Voilà, je les élargis et au contraire, je pense qu'on pourrait. L'idée, c'est d'en réinventer de nouvelles. Hein. Voilà, et d'en réinventer sans cesse de nouvelles. C'est ça tout le sujet. Bon, pour moi, justement, la silver economy est un secteur, mais à mon sens, ça devrait être non pas la responsabilité et le soin et le souci de seulement quelques entreprises, mais ça devrait être la responsabilité de toutes les entreprises, de tous les secteurs, de tous les domaines d'activité confondus. Oui, c'est pour ça que moi je parle de deux notions, silver economy et transition démographique ou vieillissement de la population. Oui. Oui. En fait, chaque entreprise est concernée par le vieillissement démographique. Si on s'oriente maintenant sur les EHPAD et l'hybridation des maisons de retraite, déjà, pourquoi il faudrait hybrider les maisons de retraite? Parce que la plupart des maisons de retraite sont de véritables mouroirs et que, je veux dire, il faut agir. Je veux dire, là, la lumière a été vraiment crue sur les maisons de retraite. Il y a eu un coup de projecteur qui a été mis sur les maisons de retraite au moment du Covid. Et je veux dire, là, on n'a plus le choix. Là, il faut faire quelque chose. Ça n'est plus possible. Non, ça n'est plus possible. Et en fait, la chose, c'est que, alors, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont mises en place, par exemple des partenariats avec des écoles, des partenariats peut-être éventuellement avec des jeunes, voilà, mais il faut aller beaucoup plus loin. Moi, d'une manière un peu provocatrice, je dis qu'il faut hybrider les maisons de retraite, les incubateurs de start-up, les salles de sport, les restaurants, les musées, voilà, il faut mettre tout ça ensemble, de manière à ce qu'il y ait de véritables croisements entre les générations, entre les publics. Il faut être dans l'hybridation des usages, des services. Voilà. À mon sens, il n'y a que comme ça qu'on pourra remettre les résidents des maisons de retraite au cœur du monde. J'ai regardé un peu ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Le terme retraite, en français, donc ça vient du latin, malheureusement, qui signifie retirer. C'est quand même terrible. Retraite, c'est se retirer. Bon. Alors que par exemple, si on voit le terme en espagnol, retraite, on le dit rubilación. La rubilación, voilà, c'est ce chant d'allégresse. C'est quand même terrible, je trouve, cette conception, la retraite, voilà, en Espagne, c'est le chant d'allégresse. En France, en tout cas en français, c'est se retirer. Et c'est comme si, avec les maisons de retraite, c'est comme si on se retirait du monde. Ou alors je prends ma retraite, je suis en maison de retraite, c'est comme si on me retirait du monde. Donc tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte que les personnes âgées n'aient plus à se retirer du monde, mais au contraire, elles soient dans le monde, elles restent dans le monde. Et que du coup, ça nécessite des métamorphoses du monde, ça nécessite aussi du coup des métamorphoses des maisons de retraite pour les remettre au cœur du quartier. Imaginez d'ailleurs des échanges entre les résidents des maisons de retraite et les habitants du quartier, même si d'ailleurs les habitants du quartier n'ont pas leurs parents dans la maison de retraite. Voilà, il y a tout ça à repenser. Donc en fait, la solution, c'est de remplacer le terme maison de retraite par le terme EHPAD. Non, mais non, parce que voilà, c'est le même sujet. Et voilà, je pense qu'il y a un truc qui devrait vous plaire, c'est les MARPA.
La MSA, en fait, a des mini-maisons de retraite, en fait. Enfin, quand j'ai mini, c'est qu'ils ont à peu près 30 à 40 résidents, donc c'est beaucoup moins quand même que les grandes maisons de retraite. Ils en ont à peu près 150, si je ne me trompe pas, ou 200, enfin, bref, ils en ont pas mal. Et vers Tours, en fait, il y a une Marpa école, carrément. Et en fait, il y a des activités communes avec les élèves. C'est très très bien en fait parce que en fait, c'est en fait le problème de mélanger en fait je vois par exemple les résidences services seniors. Certains ont fait des résidences services seniors avec un étage étudiant. Vous voyez. Donc là, il n'y a pas d'hybridation, il y a juste sa position C'est juste sa position. dans l'ascenseur, dans l'ascenseur. Ouais, ils ne se rencontrent pas. C'est pour ça que ça ne marche pas, ce genre de modèle. La Marpa école, c'est beaucoup plus. Il y a des activités volontaires quand ils veulent. Les enfants ne sont pas là le soir, donc les retraités sont au calme. Ça, je vous enverrai le lien. Ça, c'est intéressant. Et ça, pour le coup, c'est une véritable hybridation. Encore une fois, mettre une crèche dans le même bâtiment qu'une maison de retraite en se disant j'hybride, non, ce n'est pas d'hybridation, c'est une simple juxtaposition. La question, c'est comment est-ce que justement je fais en sorte qu'il y ait des liens entre tout ça. Ou là, par exemple, je reprends mon idée des musées. Je trouve ça terrible parce que quand on est une personne âgée dans une maison de retraite, on n'a plus accès à toutes ces expositions de peinture. Alors, heureusement, les nouvelles technologies permettent maintenant, avec la réalité virtuelle, de pouvoir peut-être faire des choses. Mais en tout cas, il y aurait ce sujet peut-être de amener les expositions de peinture dans ces maisons de retraite. Là, on a effectivement parlé donc, des personnes âgées, mais tout sujet, par exemple, voilà, c'est les incubateurs de start-up, bon, voilà, c'est un repère de jeunes. Pourquoi justement ne pas faire en sorte qu'une maison de retraite puisse héberger un incubateur de start-up, d'ailleurs des start-up qui seraient positionnées dans des activités un peu silver economy où justement il pourrait y avoir des liens. En fait, voilà, il y a tout ça à repenser et je pense que l'approche hybride, c'est une formidable manière d'innover. Voilà, et on imagine, on travaille, on conseille un groupe de maisons de retraite, un groupe d'EHPAD, sur un projet d'hybridation de ces EHPAD dans l'avenir. Vous commencez par quoi en fait? Comment est-ce que vous abordez le sujet? On commence par parce qu'en fait c'est très très large l'hybridation. On peut hybrider, dans tous les axes. En fait, toute la question c'est qu'est-ce que vous mettez autour de la table? On commence par quoi? Autour de la Non, mais table. par exemple, voilà, si on avait une nouvelle maison de retraite à construire, là vraiment, on est vraiment au tout début. La maison de retraite n'existe pas encore. Il y a une toute nouvelle maison de retraite à construire. Qui est-ce qu'on met autour de la table? Et c'est ça tout le sujet. C'est-à-dire que est-ce qu'on met les acteurs traditionnels autour de la table ou est-ce qu'on se dit il y a peut-être un petit pas de côté et d'autres acteurs qui, a priori, n'ont rien à voir avec ce domaine-là, qui pourraient justement être intéressants. Voilà. Et en fait, tout commence par là. Moi, je vais vous citer quelques noms, mais soyons fous. Voilà. Et si Lego, l'entreprise, le groupe Lego, nous disait demain, allez, voilà, communiqué de presse, ça y est, nous, on va construire des maisons de retraite. À quoi est-ce que ça ressemblerait? Le groupe Decathlon dirait, moi, demain, voilà, je me mets à construire des maisons de retraite. À quoi est-ce que ça pourrait ressembler? Et c'est là où on commence à se dire, ah, effectivement, si Lego commence à construire des maisons de retraite, là, il y a peut-être des trucs intéressants qu'on peut imaginer. Idem pour Decathlon. Il y a peut-être d'ailleurs, avec le sport une autre manière de pouvoir penser le truc. Et en fait, toute la question, c'est toujours ça, c'est qui est-ce qu'on met autour de la table? Si c'est toujours les mêmes, avec les mêmes secteurs, dans les mêmes cases, ils vont toujours penser la même chose de la même manière. Si au contraire, on est dans un croisement de secteurs, dans un croisement d'expertise, d'usage, en mettant encore une fois voilà, des gens qui, a priori, n'ont rien à voir avec le truc et qui vont du coup apporter un autre regard, là, ça commence à devenir intéressant. Là, on peut imaginer des choses vraiment inédites. Vous avez des exemples de structures, on va dire structures où l'hybridation est assez avancée, des exemples en fait que vous avez rencontrés? Alors, en tout cas, vous voulez dire dans le domaine. Comme vous voulez. C'est pour ça que je dis structure, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais un exemple où l'hybridation, votre vision de l'hybridation aurait été bien avancée, bien aboutie. Alors, c'est ça justement, c'est pour ça que je parlais d'hybridation et pas de l'hybridité. C'est parce que l'hybridation, c'est pas une transition, c'est un truc qui est sans cesse en marche. Donc, il n'y aura jamais, malheureusement, voilà. C'est pas un état qu'on atteint, c'est le chemin. Voilà, on n'est jamais totalement hybridé. Mais en tout cas, il y a un certain nombre. En tout cas, tout mon sujet, c'est de dire que avant, on était dans une société industrielle. Voilà, on construisait surtout productrice d'objets. Bon. Puis après, on est entré dans une société de services. Bon. Mais là, maintenant, on voit bien qu'on est entré dans une société des usages qui hybride justement l'industriel et le serviciel. Mais voilà, c'est l'usage. Donc, en tout cas, pour un certain nombre même d'entreprises qui nous écoutent, en fait, tout le sujet, c'est de se dire, si vous ne faites que des produits,
pensez aux services. Si vous ne faites que des services, pensez aux produits. Et là, il y a effectivement un certain nombre d'entreprises qui commencent à s'ouvrir à ça, et on pourrait se dire, mais là, pour le coup, c'est une vraie révolution. Exemple, un laboratoire pharmaceutique. Un laboratoire pharmaceutique, à la base, il est là pour pouvoir créer des médicaments. Bon, ben voilà, il fabrique des médicaments, industrie pharmaceutique. Comment est-ce qu'il pourrait aller justement dans le serviciel? Tout le problème des laboratoires pharmaceutiques, c'est qu'ils se sont rendus compte que le principal obstacle aux médicaments et à l'efficacité du médicament, c'est le fait qu'on les prend mal. Donc, il y a tout le sujet de l'accompagnement du patient pour qu'il puisse bien prendre son médicament. Donc, les laboratoires pharmaceutiques, de plus en plus, se disent il faut que l'on construise des parcours de soins, des parcours d'accompagnement des patients pour les aider justement dans leur prise de médicaments. Bon, là, c'est intéressant parce qu'on sort du paradigme du médicament, de la case médicament, et on l'élargit, on en construit une nouvelle en ajoutant justement cette notion de serviciel. Je vous parlais de Decathlon tout à l'heure. Decathlon, par exemple, vient d'annoncer qu'ils veulent se positionner sur l'aspect de voyage sportif et d'agence de voyage sportif. Voilà, idem, c'est une vraie révolution. Et là, on sent qu'il y a cette idée d'hybridation. Autre idée, dans le secteur automobile, il n'y a pas que l'innovation dans le domaine de l'énergie, mais également dans l'usage de la voiture. Par exemple, une marque de voiture a fait une alliance avec le musée du Louvre pour qu'il y ait des tableaux qui puissent être pas diffusés, mais en tout cas passer comme ça dans la voiture. Ça inaugure un peu le moment où, en gros, on sera en pilotage automatique dans la voiture, on ne conduira plus, et donc finalement, qu'est-ce qu'on fera? Et donc là, il faudra penser la voiture comme salon ou comme une autre pièce de la maison, et donc là, il y a un certain nombre d'usages à imaginer. Voilà. Donc ça, en fait, mais les exemples comme ça, il y en a plein, heureusement d'ailleurs. Pour bien comprendre dans le marché des seniors, dans la case, voilà. Si une entreprise développe un produit sur les seniors et après se pose la question quelle autre portion de la population, là aussi on segmente, de la population est intéressée par ce produit-là, et donc, le commercialise aux seniors, mais pas qu'aux seniors, aux autres générations. Est-ce que ça, c'est de l'hybridation ou un début d'hybridation pour vous, ou je suis côté de la plaque? Si, c'est un début d'hybridation, tout à fait. L'idée, c'est faire un pas de côté. C'est soit je croise avec un autre secteur, soit je croise avec, c'est un produit, donc je fais un service, donc je fais un produit, soit je croise justement vers un autre public. Mais encore une fois, c'est que si l'innovation s'arrête là, et c'est juste en gros, j'ai fait mon truc et comment est-ce que ça peut être pour d'autres générations, c'est un peu pauvre. On peut encore aller plus loin. Voilà. Un exemple. Pour pouvoir justement montrer qu'à l'heure du Covid et de la crise qui est là, un certain nombre d'entreprises justement ont besoin de trouver de nouveaux relais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, l'hybridation peut être vraiment, non seulement, pour moi, il n'y a pas de résilience s'il n'y a pas d'hybridation. Voilà. Donc, l'hybridation peut être vraiment une approche très féconde. Il y a une start-up qui avait créé, avant le Covid, des algorithmes d'analyse vidéo qui permettaient d'évaluer les performances des joueurs de foot. Bon, donc super start-up, voilà. Bon, manque de chance, il y a le Covid, et donc tous les matchs de foot s'arrêtent, et donc cette start-up aurait normalement dû mettre la clé sous la porte. Sauf qu'ils sont très intelligents, et ils se sont dit, justement, on va reprendre cette brique d'analyse vidéo, et on va, comme un certain nombre de Français restent chez eux, ils font de plus en plus de sport. Et donc, comment est-ce qu'on peut réutiliser cette brique et faire de l'analyse vidéo des mouvements, des exercices sportifs pour pouvoir évaluer la qualité de l'entraînement sportif à domicile de, en gros, une personne lambda. Bon. Ça, c'est une première phase de l'hybridation. Si on va encore plus loin, cette start-up pourrait se dire, ma brique, je pourrais très bien la proposer, par exemple, à des personnes âgées qui ont des sujets de rééducation à domicile, ou en tout cas qui ont besoin de faire de l'exercice à domicile, et donc qui peuvent être accompagnés par cette application, qui va du coup évaluer la qualité de leur mouvement et s'assurer que les exercices de gymnastique sont bien faits. Ça, c'est quelques exemples. D'accord. Au niveau, ce qu'on appelle, quand on parle de produits intergénérationnels, de résidence intergénérationnelle, votre vision, par exemple, ce sujet-là, parce que beaucoup doivent écouter et doivent se poser ce genre de questions, un habitat intergénérationnel qui serait, entre guillemets, hybridé ou qui irait dans une direction d'hybridation, ça se traduit comment?
Bah, il y en a, enfin, ça commence à venir petit à petit. C'est comme Mais pour l'instant, il met des générations, différentes générations dans la même résidence. Ils essayent en fait de faire de l'animation parce qu'en fait, oui, de créer des rencontres. ils créent des rencontres, mais il n'y a même pas 40% des résidents. C'est déjà pas mal, 40%, j'en sais rien, mais il n'y a que 40% des résidents qui jouent le jeu. Il y a pas la. Et Bah, ça, oui, alors ça, pour le coup, je ne savais pas. Je pensais pour le coup qu'il y avait effectivement plus de personnes qui jouent le jeu. Et est-ce qu'on sait pourquoi? parce Alors, qu'en c'est fait, plutôt du côté des jeunes. on ne veut pas se farcir son voisin. Ouais, alors ça, pour le coup, c'est un autre problème, hein. C'est ça. Ça se heurte à tous ceux qui ne veulent pas voir son voisin. C'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, ils sont en train de. Ils doivent payer quelqu'un. Donc, au début, ils pensaient que ça allait fonctionner tout seul. Après, surtout les bailleurs sociaux. Et après, ils se disent, mais non, après, il faut engager un animateur pour que ça prenne. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bref. Oui, mais alors ouais. Une résidence intergénérationnelle, euh, ça serait, enfin, qui serait en cours d'hybridation, en direction de l'hybridation, ça serait quoi? Bah, je pense qu'en fait, c'est pas juste de l'animation, mais c'est comment est-ce qu'on peut justement créer des repères communs. Donc, c'est aller travailler, par exemple, sur la question du loisir, hein, ou du sport, ou en tout cas, voilà, prendre quelques éléments comme ça, ou du cinéma, ou enfin des choses comme ça, et du coup, pouvoir créer comment dire, bah, créer de véritables échanges, créer de véritables rencontres. Parce que là, sinon, en gros, chacun fait son loisir de son côté, regarde son film, en gros, de son côté, ou alors va faire son sport de son côté. Donc voilà, pour le coup, ça, il y aurait un vrai sujet justement de construction de points de repère communs. Oui, d'accord. Alors, par exemple, il y a une résidence intergénérationnelle, je crois, vers Bordeaux, qui est en construction ou qui est en fonctionnement, dont le thème, c'est la musique classique. Mm. Donc là, ça serait, là, on est déjà dans une démarche de repères communs, de points communs à Oui. différentes générations. Là, Oui. c'est la bonne direction vers votre concept, votre Oui, métrique. alors ça peut être intéressant effectivement de prendre un thème comme ça. Pour le coup, ça peut être une très bonne idée. Moi, j'avais entendu parler d'une maison de retraite absolument extraordinaire. Je suis désolée, j'ai oublié le nom. Où en fait, c'est une ancienne résidence, enfin c'est une résidence pardon pour anciens artistes. Et donc chacun peut, alors celui qui peignait peut continuer à peindre dans sa chambre transformée en atelier. Une personne qui était qui jouait de la musique peut continuer à en jouer. Et du coup, ce qui était génial, c'est qu'il y avait des expositions de peinture qui étaient dans la maison de retraite. Et du coup, la maison de retraite se transformait en musée. Et donc, il y a plein de gens, et d'ailleurs pas forcément les familles, qui pouvaient justement aller la visiter comme un musée. Et donc ça, pour le coup, on voit qu'il y a déjà l'idée quand même de premier croisement. Donc ça, on pourrait tout à fait l'imaginer avec des concerts. Enfin, là, voilà, c'est plus seulement une maison de retraite, c'est aussi une salle de concert. Et c'est aussi un lieu où une école de musique. Voilà. En gros, c'est une maison de retraite, c'est une école de musique pour enfants. Pourquoi pas d'ailleurs, on sait bien le rôle de la musique, notamment pour des jeunes qui peuvent souffrir, par exemple, pour des personnes qui souffrent, par exemple, de dépression ou de troubles du comportement alimentaire, et autres, là, pour le coup, peut-être associé à cette dimension-là. L'idée, c'est vraiment être dans le protéiforme, dans le multi-usage, dans le multifonctionnel, dans le multi-public, être un point de repère pour des gens qui ont l'air radicalement différents, voire parfois contradictoires ou opposés, et justement, au contraire, les réunir dans un point de repère commun. Donc un processus vers l'hybridation, c'est d'abord l'important, c'est les gens qu'on met au début autour de la table. Ouais. Ensuite, Croiser. Ouais. Ensuite, c'est quand même trouver un repère commun, un point commun entre les différentes personnes qui seront dans le projet, en fait, plus tard. Alors, les points communs, ça peut être des centres d'intérêt, ça peut être des valeurs, ça peut être des émotions. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, par exemple, une résidence service senior qui est basée non pas pour les seniors, mais basée sur les personnes qui sont seules et ouverte à plus plus grand nombre de personnes au niveau des âges, là, on commence déjà d'aller dans la direction d'hybridation. Oui. C'est un premier pas, exactement. C'est un premier pas. Tout à fait. Dernière question que j'avais avant qu'on fasse la conclusion. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir dans votre vision de l'hybridation de la société ou de l'hybridation de la société déjà? Parce que la société, elle est quand même en train de se...
Oui. Parce que, Oui, oui. en fait, là, il y a une idée qui me vient, je vais la soumettre. Ces études qui montrent que les réseaux sociaux sont en train, au contraire, de séparer les gens les uns des autres. Quand on est sur Facebook, et en fait, les vidéos qu'on reçoit automatiquement correspondent à ce qu'on avait regardé avant. Et donc, en fait, on s'enfonce nous-mêmes dans nos propres croyances, en fait, hein, puisqu'on reçoit toujours les mêmes types de vidéos. Ça sépare les gens. Ça va à l'encontre de Ouais, l'hybridation. c'est ce que j'appelle la pulsion d'homogénéité. On a tous en nous une pulsion d'homogénéité qui fait qu'on s'intéresse qu'à ce qui nous ressemble, on regarde que ce qu'on connaît déjà, etc., etc. Oui. Alors, je vais vous dire. Donc, en fait, plutôt pessimiste, alors, ou optimiste. Alors, non, non, non. Je suis optimiste parce que pendant des siècles, justement, on n'a jamais su penser l'hybride. On a fait comme si l'hybridation, ça n'existait pas, comme si la part hybride de la réalité n'existait pas. On a construit notre bonne vieille rationalité et puis on ne s'est pas posé de questions. Et puis petit à petit, bah, justement, tous ces signaux faibles d'hybridation, parce qu'on voit bien, je vous parlais des villes, je vous parlais des téléphones, voilà, on voit bien qu'il y a justement plein d'initiatives partout dans le monde qui indiquent qu'il y a une tendance, enfin un processus d'hybridation accéléré. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que finalement, petit à petit, il y a une tendance à se sentir rassuré. Voilà. On a plus peur, on a moins peur de l'hybride et on est davantage prêt justement à faire un peu de place aux centaures et même d'ailleurs à devenir des centaures nous-mêmes. Donc ça, c'est un mouvement qui est très positif. Et ça, c'est indéniable. Ce processus d'hybridation accéléré, il est là et il est en marche. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Évidemment, il y a, je dirais, des réactions, voilà, des réactions face à ce processus d'hybridation. Des réactions qui vont vers la radicalisation, où on revient vers l'identité, on revient vers ce qui est homogène, on revient vers le standard. Voilà. Et ça, pour le coup, bah, évidemment, c'est quelque chose qui peut inquiéter. Moi, je dirais que, en fait, dans mon livre, j'ai parlé des centaures, et puis bah, en réaction aux centaures, il y a les purs sangs. Voilà. Les adeptes de l'identité, les adeptes de la case, les adeptes de l'homogène, voilà. Les gens qui ont absolument aucune capacité à faire un pas de côté, à se métamorphoser et surtout à rencontrer vraiment l'autre. Bon, mais moi, je suis convaincue qu'à la fin de l'histoire, ce sont les centaures qui l'emporteront. Voilà. Évidemment, c'est pas gagné, mais je suis convaincue qu'à la fin des fins, ce sont les centaures qui l'emporteront. Donc oui, je suis optimiste. Autre question qui me vient, le métissage, c'est l'hybridation. Oui, tout à fait. Sauf que le métissage a plutôt une connotation dans le domaine quand même plutôt culturel. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris ce terme d'hybridation, qui est beaucoup plus large, qui me permet justement de pouvoir construire une pensée de l'hybride qui va, évidemment, il y a un sujet culturel, de l'éducation, mais c'est aussi l'innovation dans les entreprises, en termes de politique. Enfin voilà, l'hybridation, pour moi, me permettait de construire une pensée de l'hybride beaucoup plus large. Tout à fait. Un mot de conclusion pour clôturer l'émission. Alors, ben, je dirais que effectivement, alors ça, on en a un tout petit peu parlé de la transition démographique. Pour moi, c'est vraiment le grand sujet, c'est notre angle mort. On parle toute la journée de la transition numérique, de la transition écologique, alors que la transition démographique avance à grands pas. Et il est essentiel, à mon sens, que les décideurs publics et privés de tous les domaines, de tous les secteurs d'activité, prennent ce sujet du vieillissement de la population à bras-le-corps. Ça ne peut pas rester juste un secteur, le secteur de la silver economy. Il faut que ce soit vraiment la responsabilité de tous. Et en conclusion, je dirais, bah voilà, je veux dire, n'ayons pas peur des centaures. De toute façon, nous sommes tous des centaures si on réfléchit bien au fond de nous-mêmes. Un enfant, d'ailleurs, est le fruit de deux parents différents. Donc, par définition, il a deux héritages, deux mondes à hybrider. Donc, voilà, nous sommes tous des centaures. N'en ayons pas peur. Et n'ayons pas peur voilà, de nous hybrider et de faire des mariages improbables. Super, merci Gabriel. Gabriel Alperne, je rappelle que vous êtes auteur de Tous centaures, éloge de l'hybridation. Merci beaucoup. Merci à vous.